Les obsèques de Nelson Rolihlahla Mandela, c'était ce matin à travers une cérémonie grandiose à Soweto, à Johannesburg, en Afrique du Sud, où il est décédé le 5 décembre dernier à l'âge de 95 ans. Une centaine de chefs d'État, dont le président de la République, Issoufou Mahamadou, y prenaient part à ce dernier hommage historique réservé à Madiba qui a mené toute sa vie pour l'équité, la justice et la paix. Le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, lui présidait ce matin la cérémonie d'ouverture de la 7e conférence des présidents des instances de régulation de la communication d'Afrique, état de lieu des processus de transition vers le numérique en Afrique, rôle et défis pour les instances de régulation des médias. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité de suivre ce journal. Une centaine de chefs d'État, dont le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, prenaient part ce matin à Soweto, à Johannesburg, en Afrique du Sud, aux obsèques de Nelson Rolihlahla Mandela, un dernier hommage historique rendu par le peuple sud-africain, mais aussi des présidents comme Barack Obama des États-Unis, Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, Dlamini Nkosazana Zuma, de la présidente de la Commission de l'Union africaine, et Jacob Zuma, président de la nation Arc-en-Ciel. Tous ont reconnu les valeurs et les vertus de Madiba. Stéphane Raes. Héritage légué par Nelson Mandela, c'est dans les 5 langues du pays que retentit l'hymne national sud-africain. Les 95 000 places du stade Soccer City de Soweto ne sont pas toutes occupées. La pluie incessante a retardé la cérémonie. Mais pas de quoi refroidir ceux qui ont fait le déplacement. La ferveur d'un peuple derrière son père spirituel résonne dans tout le stade pour un hommage planétaire. Il a tant sacrifié. Il était prêt à tout abandonner pour la liberté et l'égalité. Nous sommes fiers de toi, Madiba. Tu représentes le meilleur des valeurs africaines. La liberté, la solidarité, le service aux personnes, l'égalité, le sacrifice et la défense de la dignité humaine. La famille Mandela est réunie. Embrassade entre l'ex-épouse Winnie Mandela et la dernière femme de Madiba, Graça Machel. Le président Jacob Zuma est lui aussi présent. Il reçoit quelques huées de la foule. Tout le contraire de Barack Obama, ovationné. Au détour de son hommage, le président américain dénonce l'hypocrisie de certains chefs d'État. Trop d'entre nous embrassent l'héritage de réconciliation de Madiba, alors qu'en réalité, ils font tout pour empêcher la plus modeste des réformes qui diminueraient la pauvreté et les inégalités. Geste historique, une longue poignée de main avec Raúl Castro. Cuba salue un geste d'espoir. C'est peut-être ça, l'effet Mandela. À Soweto, c'était donc l'émotion, mais aussi Alexandra, base arrière de l'ANC, parti présidé par Nelson Mandela depuis 1944. Les compagnons et habitants de cette ville rendent eux aussi un hommage à ce fin stratège qui a mis fin à l'apartheid après un demi-siècle de combat. Valérie Hertel. Tôt ce matin, les militants de l'ANC quadrillent le township d'Alexandra pour inciter les habitants à se rendre au FNB Stadium. Alexandra avait une place à part dans le cœur de Nelson Mandela. C'est le premier endroit où il s'est installé près de Johannesburg, à peine arrivé de sa province natale. C'était aussi un haut lieu de la lutte anti-apartheid. Il aimait les gens d'Alex. Vous savez, c'est un bastion historique de l'ANC. Les services secrets de l'ANC avaient l'habitude de se réunir ici. Au point de rendez-vous, des dizaines de personnes attendent le bus gratuit qui doit les conduire sur les lieux de la cérémonie. Le FNB Stadium peut accueillir 90 000 spectateurs, mais ils ne sont pas sûrs de pouvoir entrer. En partant, ils avaient quand même espoir et chantaient une chanson de combat de la branche armée de l'ANC. À Alexandra, la petite pièce où Nelson Mandela a habité ne se visite pas car elle est occupée par une famille. Mais dans la cour, quelques visiteurs viennent s'imprégner de l'ambiance misérable dans laquelle le héros de la lutte anti-apartheid a vécu. Il n'y a pas foule et le gouvernement n'a rien fait pour développer
Il est vrai qu'Alexandra, toujours aussi pauvre qu'à l'époque de l'apartheid, n'est pas très présentable. Le problème, c'est que si vous regardez les autres townships comme Soweto, Tembisa, la plupart de leurs habitants viennent d'Alexandra. Les gens d'Alex partent pour d'autres townships et puis nous avons un flot de gens qui viennent d'autres provinces et même d'autres pays d'Afrique australe comme le Mozambique, le Zimbabwe. Ils sont ici, c'est comme une zone de transit. Un autre lieu de mémoire à Alexandra, c'est cette maison de retraite qui était autrefois une cache de la branche armée de l'ANC. Ces pensionnaires n'ont pas pu se rendre au stade, mais leur cœur est avec Mandela. Parmi eux, cet homme qui est un des leaders historiques de l'ANC et qui se souvient du retour de Madiba dans le bidonville de sa jeunesse. Le jour de ma vie que je n'oublierai jamais, c'est quand il est entré dans une cabane et s'est assis sur le lit. Il a pris un enfant et l'a mis sur ses genoux. C'est là que j'ai compris qu'il avait une passion pour les enfants. Nous avons vraiment perdu un géant. Aujourd'hui, son combat est de faire rebaptiser ce township Tata Mandela. À Niamey, le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a reçu ce matin en audience Dr Mansour Chaudhry et le colonel Azif Khan, respectivement chargé d'affaires et attaché de défense de l'ambassade de la République islamique du Pakistan accrédité dans notre pays. À la primature, toujours, le Premier ministre a également reçu juste après l'ambassadeur de la République turque Hassan Uluseï, accompagné par une délégation des affaires religieuses de son pays, Hassan Uluseï, à la sortie d'audience. Comme vous le savez, il y a plusieurs délégations turques qui visitent votre pays régulièrement. Cette fois, nous sommes avec une délégation qui sont intéressées à ce qui concerne la possibilité de construction d'une mosquée pour la population de Niamey, avec une extension pour une école pour les élèves nigériens. Ils sont ici pour discuter avec les autorités nigériennes en ce qui concerne la possibilité, mais je crois que s'il y a des possibilités comme ça, ils sont prêts de commencer les projets, préparation de projets pour une mosquée, aussi une école primaire. Nous sommes deux pays frères et on partage beaucoup de choses ensemble, y compris notre religion, aussi les besoins. Nous sommes prêts de construire et progresser ensemble pour un avenir brillant pour les deux pays frères. Et le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a également procédé ce matin au palais de congrès de Niamey à l'ouverture de la 7e conférence des présidents des instances de régulation de la communication d'Afrique, CIRCAF. Le thème de cette conférence est état de lieu des processus de transition vers le numérique en Afrique, rôle et défis pour les instances de régulation des médias. Guy Mathieu Théa, Hamani Seyni. La conférence a commencé avec une minute de silence à la mémoire de Nelson Mandela et du président du RIAC décédé. Une conférence qui a réuni une forte participation des instances membres du réseau des instances africaines de régulation de la communication RIAC, des organisations internationales, régionales et des opérateurs publics et privés des médias en vue de faire l'état des lieux des processus de transition vers le numérique en Afrique, ainsi que le rôle et les défis pour les instances de régulation des médias. Je voudrais relever, pour m'en féliciter, les énormes progrès réalisés par mon pays au cours de ces dernières années. En effet, à titre illustratif, le paysage audiovisuel nigérien est l'un des plus ouverts du continent, avec 12 chaînes de télévision, dont 2 publiques, 52 radios privées, 33 radios communautaires et 80 titres. Le Niger a également
vous le savez certainement, dépénaliser les délits commis par voie de presse. La signature de la déclaration de la montagne de la Table, le 30 novembre 2011, prouve à suffisance l'engagement du président de la République à œuvrer pour le respect total de toutes les libertés et à commencer par celle de la presse. Monsieur le Président du Conseil supérieur de la communication, si le Président de la République et le gouvernement œuvrent chaque jour pour une plus grande liberté de presse dans notre pays, à travers notamment la mise à disposition d'un fonds conséquent à son profit, la dépénalisation des délits commis par voie de presse, l'adoption d'une ordonnance sur le libre accès des citoyens à l'information publique et aux documents administratifs, il n'en demeure pas moins que notre presse gagnerait à faire preuve de plus de rigueur et de responsabilité dans la recherche, le traitement et la diffusion des informations. Il y va de sa crédibilité et de son avenir. L'autre préoccupation du moment est le grand défi du numérique. En effet, il s'agit pour nos États d'être au fait d'une technologie de pointe qui peut induire des effets importants sur notre rapport à la communication, à l'information et aux multimédia, gage du développement socio-économique de nos populations. Cette transition vers le numérique aura également des impacts sur les plans juridiques, social et politiques. Elle va bouleverser la chaîne de valeur actuelle de la télévision avec la séparation des activités de production des contenus et celles de transport et de diffusion des programmes. Ceci va engendrer l'apparition de nouveaux acteurs dans le paysage médiatique. Pour ne pas rester en marge de cette évolution inéluctable, le Niger a élaboré une stratégie nationale de transition vers le numérique. Cette stratégie repose sur 4 axes principaux qui sont l'adaptation du cadre juridique et institutionnel, le développement des infrastructures, le développement des contenus et des programmes et le renforcement des capacités. Pour chaque axe stratégique, des mesures d'ordre institutionnel et juridique ont été préconisées. L'ensemble des interventions ont été consignées dans un plan d'action qui constitue désormais la feuille de route du Niger dans sa marche vers le numérique. Après le mot de bienvenue du gouverneur de la région de Niamey, de l'allocution de la présidente en exercice du RIAC, le président du Conseil supérieur de la communication et vice-président du RIAC a indiqué que 18 instances de régulation et 93 participants venus de 23 pays ont fait le déplacement de Niamey avant de mettre l'accent sur l'agenda de cette conférence. La 7e SOCAF se déroulera également en 2 phases. La première sera consacrée au séminaire thématique qui va se dérouler le 10 et 11 décembre autour du thème « État des lieux de processus de transition vers le numérique en Afrique, rôle et défis pour les instances de régulation des médias ». La deuxième portera sur l'exploration des pistes de partenariat entre notre réseau et les institutions internationales et régionales impliquées dans le processus de transition vers le numérique. La troisième session, quant à elle, se focalisera sur le rôle des instances de régulation des médias dans les stratégies nationales de transition vers le numérique et les défis auxquels elles font face. La 4e session sera axée sur la régulation des contenus et des contenants à l'ère de la télévision par satellite, par câble, par Internet et par téléphone. La deuxième phase sera la conférence des présidents. La conférence des présidents, en tant qu'organe suprême du RIAC, va notamment examiner et adopter le rapport d'exécution du plan d'action 2012-2013 de la présidence sortante et le rapport moral et financier du secrétariat exécutif. Le gouvernement du Niger a pris l'engagement d'accompagner le réseau des instances africaines de régulation de la communication RIAC dans la mise en œuvre de son plan d'action 2014-2015 et à soutenir toute autre action visant à l'amélioration de la pratique de la régulation dans nos pays.
Il faut noter que la date butoir pour le passage au numérique est en juin 2015. Suite de ce journal, la coordination des syndicats des personnels administratifs et techniques des universités publiques, grandes écoles et centres des œuvres universitaires a décidé de suspendre son mot d'ordre de grève. À cet effet, nous recevons dans ce studio Adamou Soli Idrissa et les membres de cette coordination, vous les écoutez, vous les attendrez pour plus de détails. Monsieur Soli Idrissa Adamou, bonsoir. Bonsoir. Et quel est le message que vous portez ce soir? En fait, c'est pour une suspension du mot d'ordre de grève. Suspension du mot d'ordre de grève, considérant l'engagement du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à solutionner tous les programmes posés par la coordination des syndicats des PAT, et ce, dès ce mois de décembre 2013. La coordination des syndicats des personnels administratifs et techniques des universités publiques, grandes écoles et centres des œuvres universitaires décide de suspendre le mot d'ordre de grève et demande aux PAT d'être sur leur lieu de travail dès ce mercredi 11 décembre 2013. La coordination des syndicats des personnels administratifs et techniques des universités, grandes écoles et centres des œuvres universitaires tient à remercier toutes les militantes et les militants pour leur détermination et leur esprit de cohésion. Je vous remercie. Monsieur le coordinateur d'avoir accepté notre invitation et pour ces informations que vous nous apportez. Le ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel a présidé ce matin à Niamey l'ouverture des travaux des journées de restitution des résultats du projet de géophysique reporté dans le bassin de Olumiden. C'était en présence du ministre de l'Énergie et du Pétrole et de la ministre déléguée au développement industriel, Khadijatou Zada Askou Jibril. À hauteur de 5 millions d'euros, soit plus de 3 milliards de francs CFA, c'est le montant débloqué pour la tenue de ces journées de restitution des résultats du projet de géophysique aéroporté dans le bassin des îles Mandem par l'Union européenne. Un financement qui s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement et de diversification du secteur minier PRDSM en cours depuis 2004 et fait suite à un premier projet de géophysique aéroporté ayant couvert les régions de l'Aïe, du Damagara-Mounio et du sud de Maradi. C'est au titre d'appui à la mise en œuvre de la politique minière adaptée au milieu des années 80 que le gouvernement du Niger a sollicité et obtenu de l'Union européenne un financement de 35 millions d'euros sous les ressources du 8e Fonds européen de développement, soit plus de 20 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du programme de renforcement et de diversification du secteur minier du Niger. Le principal objectif visé par le programme est l'amélioration des performances économiques du pays à travers le secteur minier, notamment en créant les conditions favorables pour la mise en valeur progressive de nouvelles ressources minérales, la réduction de la pauvreté au niveau local, ainsi que l'atténuation des impacts environnementaux et sociaux négatifs des exploitations minières, tant industrielles qu'artistiques. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque un autre succès de la coopération entre la République du Niger et l'Union européenne. Après la présentation du programme de renforcement et de diversification du secteur minier au Niger par le coordonnateur de la CPG, la cellule de pilotage et de gestion du programme de renforcement et de diversification du secteur minier au Niger, l'administrateur et vice-président de Géotech Airborne LTD a indiqué que l'objectif de ce lever est de favoriser l'exploration et éventuellement l'exploitation de nouveaux gisements dans la zone sous étude. En termes de perspective, M. Douglas Peter a recommandé d'étendre le levé avion régional aux parties sud et ouest pour avoir une meilleure connaissance de la géologie fortement prospective de la région. Mieux, rechercher un financement pour compléter la couverture de tout le pays en magnétométrie et spectrométrie, a poursuivi l'administrateur et vice-président de Géotech Airborne LTD.
Dans le discours d'ouverture de ces travaux, le ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel a noté que les objectifs du programme du renforcement et de diversification du secteur minier au Niger cadrent parfaitement avec le 4e axe stratégique du PDES 2012-2015 qui vise à promouvoir une économie compétitive et diversifiée pour une croissance accélérée et inclusive. Comme vous le savez, le monde rend aujourd'hui à Johannesburg un hommage solennel à notre regretté Nelson Mandela, appelé à Dieu le 5 décembre dernier. Nous devons, à notre modeste niveau, lui rendre également hommage. La disponibilité de ces données facilitera la mise en œuvre des projets de recherche géologique et minière prévus dans les zones concernées dans le cadre du plan directeur de la recherche géologique et minière récemment adopté. Ces infrastructures géoscientifiques acquises dans le cadre du PDRSM auront un impact significatif et durable dans l'attrait des investisseurs miniers et redonneront, j'en suis convaincu, une belle allure à l'exploitation minière et pétrolière. Aussi, dans le souci de compléter les connaissances sur le contexte géologique et métallogénique du Niger, de certaines portions du territoire, nous envisageons un programme d'acquisition de données géophysiques sur les zones sud et sud-ouest du pays. Il faut enfin préciser qu'au total, ce sont près de 15 millions d'euros, soit environ 10 milliards de francs CFA qui ont été utilisés pour les 2 phases de l'opération, permettant ainsi de couvrir pour la première fois avec des méthodes de très haute résolution, une surface de 196 490 km², c'est-à-dire 15,51% du territoire du Niger. Restons avec la coopération européenne. Le chef de la délégation de l'Union européenne au Niger, Raoul Matheus Paula, a procédé hier soir au lancement de 16 projets crédités d'un montant de près de 2,5 millions d'euros, soit un peu plus de 1,6 milliard de francs CFA. Ces projets sélectionnés parmi 239 propositions reçues suite à 2 appels à propositions destinés aux ONG nationales et internationales et aux autorités locales nigériennes visent à accroître l'implication des populations dans la promotion de la bonne gouvernance, de la paix, des droits humains et des réformes démocratiques. Gérard Abdelaziz, à côté, Ouagalassan. C'est par le lancement de 16 projets crédités de plus de 1,6 milliard de francs CFA que la délégation de l'Union européenne a marqué la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Ces projets sélectionnés parmi 239 dossiers, à la suite de 2 appels à propositions destinés aux ONG nationales et internationales et aux autorités locales nigériennes, ont pour objectif d'accroître l'implication des populations dans la promotion de la bonne gouvernance, de la paix, des droits humains et des réformes démocratiques. Aux côtés de la société civile, les médias jouent également un rôle important dans la vitalité d'une démocratie véritable, raison pour laquelle l'Union européenne soutient également, à travers ses financements, le partenariat entre les médias et la société civile, contribuant ainsi à consolider les acquis obtenus ces dernières années par le Niger en matière de liberté de presse. Quelques collectivités territoriales figurent également parmi les bénéficiaires de ces subventions, traduisant ainsi l'intérêt que porte l'Union européenne au renforcement de l'appui au processus de décentralisation au Niger, à travers une dynamique participative qui doit amener les projets à se concentrer sur un développement inclusif bénéficiant largement aux différentes régions du pays. Le geste de l'Union européenne est allé droit au cœur du maire de Tawa et président de l'Association des municipalités du Niger, AMN. Moi, je pense qu'il est bon de féliciter vraiment au passage l'Union européenne dans le cadre des activités d'appui qu'elle amène dans le cadre vraiment de la décentralisation d'abord, puisque ici, vous venez de le constater avec nous, c'est d'énormes ressources qui viennent d'être mises à la disposition de nos collectivités. Moi, en ma qualité de président de l'association des municipalités, je ne fais que m'apaisanter, enfin remercier
encore l'Union européenne et aussi tous les partenaires au développement qui siègent dans le cadre de ces différents projets. Et nous souhaitons quand même que ces journées soient quand même des journées qui ne sont pas des journées de plus, puisque aujourd'hui, elles sont vraiment porteuses, beaucoup d'espoir pour nos collectivités et pour nos populations. L'Union européenne s'est à cette occasion réjouie de l'importance accordée aux droits de l'homme au Niger, avec l'installation au courant de cette année de l'ensemble des organes prévus par la Constitution de la 7e République. Signature d'accord cadre de partenariat entre le Fonds de solidarité africain FSA et la Banque nationale pour le développement économique au Sénégal. Cérémonie qui s'est déroulée cet après-midi au siège du FSA à Niamey. Le contenu de cet accord avec Guy Mathieu-Théa et Abdoulaye Adamou. Cette poignée de main entre les deux directeurs généraux scelle ainsi désormais le partenariat entre la Banque nationale pour le développement économique, BNDE du Sénégal, et le Fonds de solidarité africain. Le FSA est une institution multilatérale qui œuvre en faveur du développement économique des États membres en facilitant le financement des projets d'investissement public et privé. L'accord que nous venons de signer est donc l'aboutissement de votre volonté et de la volonté du FSA de pouvoir cheminer ensemble pour apporter notre appui à ces petites et moyennes entreprises. Les instruments d'intervention qu'offre le FSA sont des instruments qui peuvent contribuer à accompagner des entreprises du Sénégal à travers ce que nous avons appelé des solutions innovantes. Des solutions innovantes qui permettent de faire preuve de créativité, d'imagination, pour que nous puissions sortir des sentiers battus et mettre en œuvre des produits réalistes adaptés aux besoins des petites et moyennes entreprises pour que ces dernières puissent se développer. Nous pouvons pleinement jouer notre partition tout en étant dans nos institutions et apporter notre pierre à l'édifice. C'est à cela que j'invite les uns et les autres, que ce soit au niveau du Fonds de solidarité africain, que ce soit au niveau de la BNDE, pour que nous puissions inscrire les noms de nos institutions dans cette marche du développement de nos pays. Cet accord entre la BNDE et le FSA permettra de faciliter l'accès au crédit aux PME sénégalaises. L'accord que nous venons de signer vise principalement à faire bénéficier aux PME sénégalaises d'une garantie de qualité afin de faciliter leur financement. Au terme des dispositions de notre accord, il reviendra au Fonds de solidarité africain d'accompagner et de soutenir la BNDE à réaliser sa mission de développement et à la BNDE de faire du FSA un partenaire privilégié pour la couverture de ces opérations de financement. Par le partage des risques, par la prise en charge des effets de l'allongement de la durée de crédit qui nous permettra de respecter le ratio de transformation édicté par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. La BNDE et le FSA sont investis d'une mission d'intérêt général visant à ce titre par leur action à contribuer à la réduction de la pauvreté dans leurs zones d'intervention respectives en faisant jouer aux PME un rôle plus prépondérant dans le développement économique de nos États. Et les experts de l'autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma sont en réunion à Niamey depuis ce matin. Objectif, mener des réflexions pertinentes en vue de préparer la 50e session ordinaire du Conseil des ministres de l'organisation qui se tiendra le 14 décembre prochain à Niamey. Abdou Sidoukou, Maria Madakou. À travers cette réunion organisée en prélude à la 50e session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma ayant regroupé les experts des 3 pays membres qui sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, se veut un cadre pour faire l'état des lieux de la mise en œuvre des orientations dégagées lors de la session précédente. Nous avons été commandités par les hautes autorités pour que nous assumions la transformation de l'Alger pour pouvoir opérer sur l'ensemble des territoires des 3 États.
Donc ce serait essentiellement, en plus naturellement du rapport et du programme d'activité, les questions dont nous allons examiner la teneur pour voir comment pouvoir tenir les échéances qui nous ont été fixées, notamment l'année 2015. Le secrétaire général du ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire a exhorté les experts à une analyse sans faille des rapports soumis à leur appréciation. L'examen des points inscrits à l'ordre du jour permettra sans nul doute de disposer d'un programme d'activité en mesure de répondre aux attentes de nos populations, mais surtout de conduire notre institution vers l'atteinte des objectifs assignés à notre organisation par nos chefs d'État, c'est-à-dire l'élargissement de la zone d'intervention de l'ALG en 2015. Mesdames et messieurs les experts, comme à l'accoutumée, je sais pouvoir compter sur votre engagement et votre détermination à analyser avec perspicacité l'ensemble des points inscrits. Je sais également que vous êtes soucieux du devenir de notre institution commune et que vous ferez au Conseil des ministres des propositions pertinentes pour lui permettre de prendre des décisions à même d'insuffler un nouveau dynamisme à l'institution. Des propositions pertinentes à l'attention du Conseil des ministres en vue de la prise de décisions pour l'amélioration des conditions de vie des populations de la région du Liptako-Gourma sont attendues à l'issue de cette réunion de 112 heures. Le Niger vient d'adhérer à l'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest, UDOFAO. À cette occasion, une journée de réflexion s'est tenue ce matin à Niamey sur le thème « Innovation majeure du Code général des impôts », cérémonie organisée par l'Association professionnelle des experts et conseillers fiscaux. Innovation majeure du Code général des impôts, c'est le thème de la conférence animée à l'occasion de cette journée de réflexion. Une journée organisée par l'Association professionnelle des experts et conseillers fiscaux du Niger, APCF Niger, en collaboration avec la Direction générale des impôts. La journée marque l'adhésion de l'APCF à l'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest, IDOFAO, qui regroupe actuellement 10 pays. Nous savons que de nos jours, l'intégration s'impose à tous les domaines de développement économique. Conscient de cette situation et de l'ampleur qu'a la fiscalité sur le développement de nos pays, l'APCF Niger a décidé d'adhérer à l'UDOFAO. L'adhésion de l'APCF à l'UDOFAO a pour objectifs principaux le partage des expériences et expertises des différents cabinets, membres et partenaires afin d'offrir un service de haut niveau et d'une meilleure qualité en matière de conseil juridique et fiscal. Développer et promouvoir l'impôt comme pivot de développement économique en Afrique de l'Ouest en général et au Niger en particulier. Cette initiative cadre parfaitement, selon le ministre des Finances, avec les objectifs du gouvernement qui visent à faire la promotion de l'économie formelle. Et assurer une croissance économique durable ne peut se concevoir dans une économie informelle. Le gouvernement entend donc faire la promotion de l'économie formelle. Dans ce cadre, les structures telles que l'Association professionnelle des experts fiscaux, APCF Niger, sont appelées à jouer un rôle de premier plan. Il s'agit en effet de structures qui, par le conseil avisé et l'expertise qu'elles offrent aux entreprises, contribuent fortement à la formation de l'économie. À ce titre, je vous réaffirme ici tout le soutien du gouvernement afin que votre association puisse jouer pleinement son rôle dans la marche générale de dynamisation de l'économie nationale. L'UDOFAO a enfin décerné un trophée et un sac contenant des outils fiscaux au ministre des Finances en guise de reconnaissance pour son soutien à l'APCF Niger. À Agadez, la commune urbaine d'Arlit vient au secours des maraîchers de la cité minière en mettant à leur disposition un lot de matériel aratoire à l'appui de l'initiative 3N. La cérémonie a eu lieu en présence du préfet sortant du département d'Arlit, Nassur Nakakale et Mohamed Madou. Ce don en intrant agricole, la commune urbaine d'Arlit le met à la disposition des exploitants des sites maraîchers de la localité. Il se veut un appui contributif
à la réalisation des idéaux de l'initiative 3N, un axe stratégique majeur du programme de renaissance du président de la République, Issoufou Mahamadou, volet sécurité alimentaire et nutritionnelle et développement durable. L'aide en question se compose d'un lot de matériel aratoire et de semences de maïs. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour les exploitants maraîchers qui entament ainsi la nouvelle campagne de culture irriguée avec des moyens de production renforcés. Au nombre de 262, dont 64 femmes, les bénéficiaires, le baume au cœur, ne sont pas avares de compliments à l'endroit des autorités de la 7e République et particulièrement à l'égard du président du conseil municipal, maire de la commune urbaine d'Arlit. Le président des coopératives, se faisant leur porte-parole, a exprimé toute sa reconnaissance au président Issoufou Mahamadou, un homme d'État qui œuvre inlassablement en faveur du bien-être des populations nigériennes. Pour le maire d'Arlit, l'aide objet de la présente cérémonie n'est qu'une suite logique des engagements pris par la municipalité en vue de soutenir les efforts des maraîchers déterminés à combattre l'insécurité alimentaire, pierre angulaire de l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. M. Maouli Abdourahmane saisira l'opportunité pour annoncer l'acquisition très prochaine d'un tracteur destiné à accroître la productivité des maraîchers d'Arlit. Intervenant à son tour, le préfet sortant du département a mis l'accent sur l'importance de l'initiative 3N dans l'atteinte des nobles objectifs du gouvernement pour l'autosuffisance alimentaire. Par rapport aux pénuries récurrentes d'eau d'irrigation des lopins de terre mises en valeur à Arlit, le capitaine Soumana Sirfi laisse entrevoir des solutions durables à ce lancinant problème. En attendant, il exhorte les exploitants à mieux s'organiser afin de relever le défi. L'appui de la mairie, il convient de le mentionner, est accompagné d'un lot de semences de pommes de terre octroyées par l'État toujours dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative 3N. Le directeur départemental de l'agriculture Moussa Malam Saleh a enfin expliqué l'origine de ces dons complémentaires, leurs objectifs et la clé de répartition entre les principaux producteurs maraîchers. À Tilaberi, cérémonie de lancement hier lundi au village de Tukfini, commune rurale de Tondikiwindi, des activités de maraîchage dans le cadre du projet mise en œuvre des interventions prioritaires du PANA pour renforcer la résilience et la capacité d'adaptation du secteur agricole au changement climatique. Zakari Maman. Après les résultats satisfaisants enregistrés sur toute la ligne des activités génératrices de revenus en 2012 au niveau de plusieurs localités, le projet PANA Résilience continue à accompagner les communautés de la commune rurale de Tondikiwindi par la mise en œuvre d'un vaste programme d'autres activités du même genre. Au nombre de ces activités, celle du maraîchage. À travers les activités génératrices de revenus, dont le maraîchage, cette intervention se justifie à Tondikiwindi, d'autant plus que la commune présente des potentialités maraîchères indéniables, notamment les ressources en eau et les terres cultivables, qui, une fois mises en valeur, contribueront à coup sûr à l'accroissement des revenus des ménages et par ricochet à renforcer la sécurité alimentaire locale. Par cette action qui rentre dans la droite ligne de l'option de l'initiative 3N, le projet PANA Résilience s'associe ainsi aux efforts de l'État, de la commune et des autres partenaires au développement dans la lutte quotidienne des populations locales à s'adapter aux effets néfastes du changement climatique, dira lui le maire de la commune rurale de Tondikiwindi, Al-Mouhassan. Le préfet du département de Walam salue lui aussi la mise en œuvre de cette activité qui, a-t-il relevé, répond à un certain nombre d'objectifs. Adamouna Mata de saisir également cette occasion pour renouveler ses remerciements au projet PANA Résilience, sa tutelle, le CNUDD, et ses partenaires, notamment le FEM et le PNUD, pour leur effort quant à l'amélioration des conditions de vie des populations. Sachez afin que ce sont plus de 100 personnes qui exploitent le site de Tukfini pour la production de plusieurs spéculations. Restons avec le même sujet, atelier de validation de la phase préparatoire du projet intégration de la résilience dans la production agricole et pastorale pour la sécurité alimentaire des zones rurales vulnérables à travers l'approche champ école paysan. Cette rencontre permettra aux acteurs et partenaires d'échanger sur l'activité de consultation pour le développement du dit projet. Lamine Thiari Madigou et Mahamadou Adamou. L'atelier sur le projet intégration de la résilience climatique dans la production agricole et pastorale pour la sécurité alimentaire des zones rurales vulnérables à travers l'approche champ école paysan vise à échanger sur les différentes activités de consultation pour le développement du dit projet. Un projet commun et partagé par les FEM, le gouvernement du Niger et la FAO. Aujourd'hui,
Il est important de comprendre l'ensemble des facteurs qui impactent sur la résilience climatique dans la production agricole et pastorale et aider par des mesures adéquates et pragmatiques à l'amélioration significative de la sécurité alimentaire des zones rurales vulnérables. La FAO accompagnera les efforts du Niger dans l'élaboration et la mise en œuvre des activités de ce projet à travers l'intégration des experts nationaux en collaboration avec le consultant international dans la rédaction du document de projet final, la signature des accords et des arrangements budgétaires de cofinancement avec les partenaires et la mise en place d'une équipe nationale de gestion du projet. La validation de la phase préparatoire du projet permettra aux acteurs et partenaires de faire des avancées dans le processus de la mise en œuvre. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui vise une capitalisation des acquis du programme GIPD à travers une nouvelle initiative d'intégration de la résilience climatique dans la production agricole et pastorale pour la sécurité alimentaire des zones rurales vulnérables à travers l'approche champ école paysan, car nous sommes convaincus que cette expérience va contribuer de manière significative à l'augmentation de la production et de la productivité agricole dans notre pays. Le projet sur la résilience climatique dans la production agricole et pastorale va contribuer à renforcer la capacité des secteurs agricoles et pastoral du Niger pour faire face au changement climatique en intégrant les techniques et stratégies d'adaptation au changement climatique. Retour de la région d'Agadez avec réunion hier des membres du comité régional de sélection des dossiers dans le cadre d'appel à propositions complémentaires au titre de la mise en œuvre du PASOK 2. Cette réunion dont l'ouverture a été présidée par le secrétaire général de la région d'Agadez aura apprécié le travail effectué par les évaluateurs. Hachim Mohamed Nasser Nokakade. Tous les membres du comité qui ont pris la parole à cette occasion ont exprimé leur satisfaction par rapport à la qualité du dossier présenté par les structures de la société civile au niveau de la région d'Agadez. Il est à rappeler qu'au terme de ces délibérations, en principe, 108 millions de francs CFA seront injectés par les partenaires pour financer les micro-projets visant à améliorer la capacité des acteurs non étatiques à participer à l'élaboration de politiques publiques de réduction de la pauvreté et le suivi de leur mise en œuvre au profit des populations vulnérables. À l'adresse de l'Union européenne, le secrétaire général de la région d'Agadez, Bouré Mazoul Karneni Mega, a réitéré au nom des populations de la région d'Agadez la gratitude et les remerciements des plus hautes autorités du pays pour ses appuis de promotion des droits humains fondamentaux et de la citoyenneté. À Taher Adam, consultant du PASOK 2 à Agadez, nous a livré en marge de cette réunion ces impressions que voici. Effectivement, comme vous l'avez dit, il était question de délibération parce qu'après quand même une dizaine de jours de travail, d'évaluation, n'est-ce pas, de tous les dossiers dans le cadre de l'appel à proposition complémentaire. Donc la cérémonie d'hier, c'était en fait pour finaliser le travail et d'évaluation qui a été fait tout au long de la dizaine de journées. On a abouti quand même à une situation qui est très très intéressante pour la région, en ce sens qu'on a vraiment eu beaucoup de dossiers qui répondent aux critères tels qu'énumérés en tout cas dans les lignes directrices de l'appel à proposition complémentaire. Ça veut dire que vraiment au niveau de la région d'Agadez, les gens ont pu assimiler les lignes directrices du programme d'appui à la société civile phase D. Dans le même cadre, à Dosso, cette fois-ci tenu ce mardi à Birningaure, dans le département de Boboy, des travaux d'un atelier de validation des textes et rudiments devant régir les structures de gestion du futur périmètre du projet PASOK 2 dans ces zones d'intervention. Et c'est le préfet sortant du département de Boboy qui a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier. Issa Saleh Mourou Abdou. Après le discours de bienvenue du maire de la commune urbaine de Birningaure, Mme Assamaou Kosseti, au préfet sortant du département de Boboy, M. Ali Mustafa, de prendre la parole pour notifier que le projet d'appui à la sécurité alimentaire dans les régions de Dosso et Kilaberi, PASA 2, est l'un des projets qui appuie les efforts des plus hautes autorités de notre pays dans le cadre des objectifs fixés à travers l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens, plus précisément dans les programmes stratégiques 1 et 2 de l'initiative, avant de solliciter l'intervention du projet dans tous les départements de Boboy et de Falmey. Quant au coordonnateur national de ce projet, PASA 2, nous citons ici les objectifs de cet atelier. Les objectifs du présent atelier tournent autour de deux points essentiels. Le premier, d'abord, c'est d'abord valider les textes et rudiments devant régir
les futures structures de gestion de périmètre que nous sommes actuellement en train de réaliser. Nous sommes actuellement en train de faire des aménagements, nous n'avons pas fini, mais nous voulons anticiper pour que, avant que nous finissions ces aménagements-là, que les organisations paysannes qu'ils vont choisir de leur choix doivent être mises en place avant. Pour que dès que le périmètre soit réalisé, nous, c'est juste les former et les permettre vraiment de bien gérer ces activités-là. Le deuxième aspect, par rapport à la mise en place de structures que nous préparons, il s'est agi de les présenter les différents types d'organisations paysannes existant au Niger. Il faut qu'ils sachent que voilà le type d'organisation au Niger reconnu légalement. Et voilà le texte qui crée ces organisations-là. Donc une fois que nous allons mettre en place en tout cas ces textes et rudiments, nous pensons qu'ils seront mieux préparés pour aller mettre en place maintenant les structures de gestion-là que nous comptons en tout cas mettre en place. Le représentant du ministère de l'Agriculture, celui du génie rural, M. Hamani Moussa, dans son discours du lancement des travaux, précisait que le présent atelier s'inscrit parfaitement dans la logique du programme de la renaissance du président de la République, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, puisqu'il vient corroborer la pertinence de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent le Nigérien. Le village de Galmanasarawa dans le département de Madawa, région de Tawa, a servi de cadre aux travaux du forum sur la problématique de la maîtrise d'ouvrage dans le domaine de l'hydraulique. Les travaux ont été placés sous la présidence du préfet du département, Fatih Bamo et Mahamadou Agoumou. Plusieurs allocutions ont marqué cette importante cérémonie. Tout d'abord, celle des bienvenus du chef des villages de Galmanasarawa. Quant aux représentants du chef du canton de Madawa, les ressortissants de Madawa résidant à Niamey qui sont venus pour la circonstance, du député et chargé des missions à la présidence, ont à tour de rôle remercié l'ensemble des participants à ce forum communal. Participants qui, malgré leurs multiples occupations, ont répondu présents à cette importante rencontre annuelle. Pour les maires de la commune rurale de Galma, M. Mahamadou Dakare, cette rencontre annuelle est d'une grande importance, car elle traite les problèmes de la commune. Mohamed Dakare nous parle ici du choix de ces thèmes. Le choix de ces thèmes se justifie du moment que notre commune a un fort taux de ruissellement. Et au niveau de notre commune, l'eau ruisselle avec vraiment une force magique, je dirais, parce que nous sommes entourés de plateaux, d'où la nappe est très très profonde et que aujourd'hui nos puits tarissent d'un moment à un autre. Et à cet effet aussi, tous nos villages ne sont pas dotés de mini AEP, notamment le chef-lieu même de la commune. Pourtant la loi fait vraiment obligation vis-à-vis de l'État et aussi des partenaires. En procédant à l'ouverture des travaux de ce forum sur la problématique de l'eau, le préfet du département de Madawa, M. Sorka Moukaila, a rappelé à l'assistance que plusieurs thèmes ont été débattus depuis 2000 sur l'éducation, l'environnement, l'irrigation, pour ne citer que cela. Cette année, les thèmes retenus est les modes de gestion des points d'eau. En effet, dira Sorka Moukaila, la problématique eau au Niger reste une des principales préoccupations majeures des autorités de la 7e République, parce qu'elle constitue non seulement la source de vie pour les hommes, les animaux et les plantes, mais également elle permet d'atteindre l'objectif 3N. Car pour Sorka Moukaila, son utilisation permet d'envisager et développer les cultures irriguées. C'est pourquoi ce thème revêt toute son importance pour la commune de Galma. Le préfet du département de Madawa a saisi cette opportunité pour féliciter et remercier les initiateurs de ces rencontres annuelles. La région de Zender, réception provisoire vendredi dernier de 12 forages réhabilités dans les villages de la commune rurale de Gangara et celle de Tarka par les membres de la Croix-Rouge nigérienne et française et les représentants de la direction régionale de l'hydraulique et de l'environnement, Djemila Amadou et Léoli Roufaï. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations de la région de Zender, les membres de cette mission ont procédé à la restitution provisoire des 12 forages et quelques puits réhabilités des villages de la commune rurale de Gangara et celle de Tarka, et cela à travers le projet Améliorer l'accès à l'eau potable et à l'assainissement de base, ainsi que des pratiques d'hygiène des populations cibles des départements de Tanit et Magaria. Au niveau des localités visitées,
les missionnaires n'ont pas manqué d'attirer l'attention des populations sur la pratique d'hygiène et d'assainissement. Des conseils ont été également donnés au comité de gestion, conseils allant dans le sens de l'entretien et du suivi, afin que ce joyau combien important soit utile aussi longtemps que possible. Le vice-maire de la commune rurale de Gangara, maître d'ouvrage de ces travaux, a magnifié toute sa reconnaissance à l'endroit du généreux donateur, notamment la Croix-Rouge nigérienne et française, avec le soutien financier de l'Union européenne. Le travail a été bien fait. Et maintenant, ce qu'il a lieu de faire, c'est au niveau des suivis et la formation aussi. On devrait former le comité pour qu'il puisse bien gérer ces forages-là. On va faire le tour pour au moins visiter les villages et former le comité qui sera mis en place et pour qu'on puisse bien gérer ça. Les populations ont à leur tour remercié les partenaires techniques et financiers pour l'appui combien important qui ne cesse d'apporter en ce qui concerne l'amélioration de leurs conditions de vie, mais aussi surtout l'accès à l'eau potable au sein des ménages. Il faut souligner que le coût des 12 forages réhabilités s'élève à plus de 64 millions hors taxes et celui de 5 puits réhabilités à plus de 17 millions hors taxes. Il faut également souligner que toujours dans le même cadre, une autre série de réhabilitation et de réalisation des forages et puits sera faite en 2014. Je le disais au début de cette édition que le président de la République, Issoufou Mahamadou, séjourne depuis hier à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ce matin, le chef de l'État a donc pris part à la cérémonie de souvenir en hommage à Nelson Rolihlahla Mandela à Soweto. Suivons ce résumé de nos envoyés spéciaux Moussa et Yahya Rabo. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, est arrivé ce mardi matin au stade Soccer City de Soweto, accompagné du président du CESOC, Moussa Moumouni Jarmokoy, et de l'adjointe au directeur de cabinet, Mme Husseini Hadizatou Yakouba. Le président Issoufou fait partie de la centaine de chefs d'État, actuels comme anciens, de souverains et de dirigeants des plus grands organismes mondiaux présents à Johannesburg pour rendre hommage à l'ancien prisonnier le plus célèbre de la planète, devenu ensuite le président le plus aimé et le plus respecté, Nelson Mandela, décédé 5 jours plus tôt. Dans ce stade de Soccer City, l'on notait la présence de délégations de 91 pays autour des dirigeants sud-africains, des amis et anciens compagnons de lutte de Nelson Mandela et de sa famille qui compte 18 petits-fils et 12 arrière-petits-fils. La chaleur humaine de cette cérémonie était d'entrée perceptible dans la belle accolade entre Winnie Mandela, l'ex-femme du défunt, et celle qui a partagé ces derniers jours, Mme Graça Machel. Ensuite, des prières sont dites au titre de toutes les confessions religieuses, venant ainsi confirmer que Nelson Mandela a appartenu et appartiendra à tous les peuples. Puis, parmi les allocutions, celle de ses anciens compagnons de lutte, celle des membres de sa famille, celle du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, celle de la présidente de la Commission de l'Union africaine Nkosazana Dlamini Zuma, celle du président des États-Unis d'Amérique Barack Obama, celle du Cubain Raúl Castro et celle de la présidente brésilienne Dilma Rousseff, entre autres. Tous ont rappelé le parcours, le combat et l'enseignement de l'homme avant de lui dire « Siabonga Madiba », c'est-à-dire « Merci Madiba ». Et dans la région de Difa, les techniques de recherche et d'emploi étaient au centre d'une session de formation organisée par l'agence nigérienne pour la promotion de l'emploi. ANPE, cette formation qui concerne une quarantaine de jeunes vise une insertion professionnelle de ces jeunes. Haruna Sanda, Adraman Boukari. Organisée par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, cette session de formation qui s'adresse à une quarantaine de jeunes de la région de Difa durera 2 jours. 2 jours durant lesquels ces jeunes, sous la supervision des éminents formateurs avertis à la matière, seront édifiés d'un certain nombre de thématiques se rapportant aux techniques de recherche d'emploi des demandeurs d'emploi. À noter que l'objectif primordial de cette formation est de contribuer à une insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, gage d'un développement économique et social durable. Il s'agit notamment de leur apprendre à mieux exploiter le marché de l'emploi. Il y a encore un point très important qui constitue un véritable casse-tête, un véritable problème pour les demandeurs d'emploi de nos jours. Il s'agit bien sûr de l'entretien d'embauche. Chaque fois qu'on appelle un demandeur pour lui dire qu'il a un entretien à passer avec un recruteur, c'est la débandade. Donc nous sommes là aujourd'hui pour leur apprendre quelles sont les techniques appropriées qu'il faut utiliser pour passer un bon entretien d'embauche. Pour le secrétaire régional de la région de Difa, M. Hassan Ardoïdo, cette session de formation qui vise essentiellement l'insertion professionnelle des jeunes reste également conforme aux objectifs sectoriels des plus hautes autorités nigériennes
contenues dans le programme de la Renaissance du Niger. Au Niger et de par le monde, a-t-il rappelé, la recherche de l'emploi est une œuvre de longue haleine qui nécessite des connaissances et une assistance technique permanente à plusieurs niveaux, permettant donc d'améliorer les démarches et actions à mener par ceux qui sont en quête d'emploi en vue d'organiser leur recherche. C'est pourquoi, a dit M. Hassan Ardouidoum, cette initiative de l'ANPE qui mérite d'être soutenue et encouragée rentre dans le cadre d'une politique de rénovation visant à la préparation de la relève et de la performance des activités socio-économiques, avant d'ajouter qu'elle est également une approche pour accompagner l'action des autorités actuelles, notamment le président de la République, dans son programme de renaissance du Niger, qui vise entre autres la création de 50 000 emplois par an. L'État du Niger, avec l'appui de l'UNICEF, a procédé à une campagne de sensibilisation sur l'importance des pièces d'état civil. Ce sont au total 280 villages de la région de Dosso qui ont été sensibilisés et un comité relais a également été installé dans chacun de ces villages. Reportage Ousmane Abdou et Habibou Bakou. La direction régionale de l'état civil de Dosso, en collaboration avec les agents des services de la promotion de la femme et de la protection des enfants et ceux des mairies, avec l'appui de l'UNICEF, a procédé à une sensibilisation des populations dans 280 villages, soit 35 par département, à travers des séances publiques. Les objectifs assignés à cette mission est de venir échanger avec les communautés en ce qui concerne un certain nombre de thématiques telles que l'importance des pièces d'état civil, telles que la thématique sur le délai de déclaration des naissances, mariages et décès dans les formations sanitaires qui est de 10 jours en ce qui concerne les naissances et les décès, dans les villages administratifs et tribus qui est de 30 jours en ce qui concerne les naissances et les décès, et de 10 jours dans les villages administratifs et tribus en ce qui concerne le mariage. Dans tous les villages, un comité relais a été mis en place, présidé par le chef du village, suivi par l'imam, composé des matrones, d'un préposé en écriture et des membres des associations des jeunes. Ils ont également reçu des explications sur les nouveautés. On a effectivement échangé aussi sur une autre thématique en ce qui concerne la mise en place du comité relais, que ce comité relais est appelé à partir de cet instant-là à veiller à ce que toutes les naissances, tous les décès et tous les mariages soient systématiquement enregistrés dans la limite des délais que nous avons pu expliquer et échanger avec ces communautés. Tous les membres de ces comités qui vont travailler gratuitement avec l'appui des populations ont pris l'engagement d'enregistrer tous les mariages, naissances et décès dans leur village avant de saluer l'appui de l'UNICEF pour le bien-être des populations. L'organisation non gouvernementale Suicide Niger tient depuis ce matin sa 8e rencontre annuelle avec ses partenaires. L'amélioration de la gestion des projets et du programme de Suicide Niger est l'objectif visé à travers cette rencontre qui va durer 72 heures. Ismaël Doda et Tahirou Hassan. Apprécier les résultats de la mise en œuvre du programme pour l'année et déterminer les contraintes, capitaliser les bonnes expériences en matière de développement et renforcer les capacités des participants sont là les objectifs visés par Suicide Niger à travers l'organisation de cette 8e rencontre annuelle avec ses partenaires venus de diverses zones d'intervention de l'ONG. La présente réunion, dénommée Rencontre annuelle des partenaires de Suicide au Niger, est à sa 8e édition cette année. Les objectifs poursuivis par cette rencontre sont à la fois formatifs et informatifs. À cet effet, mon souhait est que chaque participante et chaque participant s'investissent pleinement durant les 3 jours que durera la rencontre afin que ces objectifs soient atteints. Mesdames, Messieurs, chers participants, j'ose aussi espérer que des échanges ainsi que les réflexions et contributions au cours de cette rencontre consolideront le partenariat avec notre institution et permettront de mettre en œuvre efficacement les actions visant à améliorer la situation socio-économique des populations de notre pays. L'ONG Suicide intervient au Niger depuis 1914 et appuie plusieurs projets de développement communautaire, dont entre autres dans le domaine de la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement, l'accès à l'eau potable, l'économie sociale et solidaire. À cet égard, son rôle au Niger est d'accompagner les efforts du gouvernement et des citoyens nigériens. Cette rencontre va donc être un cadre d'échange d'expériences
où diverses exposés seront présentés aux participants. Le département de Falmey, dans la région de Dosso, vient d'être doté d'une brigade territoriale de la gendarmerie nationale. L'inauguration de cette brigade a eu lieu en présence notamment du gouverneur de la région, Rachida Anawada et Habibou Garbabakou. Ces joyaux flambant neufs, composés d'un bureau de la brigade de la gendarmerie, des logements du commandant de la brigade territoriale de la gendarmerie de Falmey, des logements de l'adjoint du commandant, des logements du chauffeur de la brigade et d'un célibatarium 16 places d'une valeur de plus de 187 millions de nos francs, construits sur fonds propres de l'État dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des éléments de la gendarmerie nationale. Parce que le chef de l'État, son Excellence El Haj Issoufou Mahamadou, fait de la sécurité une de ses priorités. Dans une note introductive, le préfet du département de Falmey, Issa Kamay Saleh, de notifier que la construction de ces locaux est d'un double intérêt pour le département de Falmey, puisqu'elle permettra non seulement d'abriter la gendarmerie, mais aussi de libérer le local pour l'installation prochaine de la poste après plusieurs années d'absence, avant d'adresser ses vifs et sincères remerciements au président de la République pour toutes les actions nobles réalisées dans le département de Falmey pour le bien-être de la population. Puis le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Alizato, et le haut commandant en second de la gendarmerie nationale, le colonel-major Ibrahim Moussa, ont procédé à la coupure du ruban suivi de la visite guidée des locaux. Sachez enfin que cette visite guidée s'est déroulée en présence notamment du président du conseil régional de Dosso, Him Monkaila, et du commandant du groupement de la gendarmerie de Dosso. Reste plus qu'à souhaiter bon vent aux éléments de la brigade territoriale de Falmey dans leur noble et exaltante mission de sécurisation de la population. Et du sport dans ce journal avec la Fédération nigérienne de volleyball qui vient d'être honorée par l'instance internationale de volleyball. C'était au congrès international qui s'est tenu au Kenya. Le président de la FENI Volley, Issouf Badar, a reçu le trophée de la fédération la plus active, une distinction que le président de la Fédération nigérienne de volleyball met à l'actif de toute la famille volleyball du Niger. C'est un congrès ordinaire, nous avons relaté les différentes difficultés, nous avons fait le bilan des 2 ans après notre congrès du Soudan. Et surtout on a beaucoup parlé sur le développement au niveau des centres. Je pense qu'on a eu à souligner toutes les difficultés que les fédérations nationales africaines ont ces derniers temps. Et je pense que le président de la FIVB a eu prendre note de tout ce que nous avons noté. Et il a promis de faire des efforts pour aider encore plus l'Afrique. D'où nous avons reçu de la part du président de la FIVB un trophée qui nous a été remis par notre confédération africaine pour l'une des fédérations la plus active au niveau de l'Afrique, avec tous les résultats obtenus. Donc c'est lui à la confédération pour nous féliciter et pour nous encourager pour tous les efforts qu'on fait sur le plan national et sur le plan international. En le recevant, quelle a été l'émotion? On a été surpris parce qu'on n'avait pas été averti, donc c'est vrai qu'on a été ému. C'est un trophée que je dédie spécialement à toute la fédération, au staff technique surtout qui fait beaucoup d'efforts et aussi à l'ensemble des joueurs et à toute la famille du volleyball nigérien. Et c'est avec cette distinction que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci une fois de plus de votre fidélité. Au revoir.